Bonjour à tous, bienvenue dans Parlement Hebdo, le magazine des temps forts de l'actualité de la semaine à l'Assemblée nationale et au Sénat avec à mes côtés Oriane Mancini. Bonjour Oriane. Bonjour Thibault. Et notre invité cette semaine est Olivier Jacquin, sénateur socialiste de la Meurthe-et-Moselle. Bonjour à vous. Bonjour. Et cette semaine, Christophe Castaner et Nicole Belloubet étaient auditionnés à l'Assemblée nationale sur les violences commises lors des manifestations du 16 mars dernier. Christophe Castaner s'est félicité de sa nouvelle doctrine de maintien de l'ordre après un acte 19 mieux maîtrisé. Le Sénat a donné un coup de frein aux 80 km/h. Gauche et droite réunis ont voté l'assouplissement de la mesure contre l'avis du gouvernement, et ce, dans le cadre de la loi mobilité qui sera votée mardi. Après les citoyens et avant les conclusions de l'exécutif, c'est au tour du Parlement de s'emparer du grand débat. 2 journées entières y seront consacrées dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Puis les 9 et 10 avril, Édouard Philippe viendra s'exprimer devant le Parlement. Mais déjà, les groupes politiques affûtent leurs propositions. Et pour commencer, retour sur l'audition de Christophe Castaner et Nicole Belloubet à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux étaient entendus par la commission des lois de l'Assemblée nationale mercredi. Une semaine plus tôt, Christophe Castaner avait été chahuté lors d'une audition similaire au Sénat. Quelques jours après un acte 18 des Gilets jaunes particulièrement chaotique, cette fois après un acte 19 mieux maîtrisé, le ministre s'est félicité de ce que la nouvelle doctrine de maintien de l'ordre ait selon lui porté ses fruits. Mais les oppositions demeurent avec beaucoup d'interrogations. Résumé signé Maïté Frémont. Les députés voulaient eux aussi avoir des réponses à leurs interrogations. Une seule et même question, pourquoi y a-t-il eu des dysfonctionnements le 16 mars dernier ? Pour les ministres, certaines consignes n'ont tout simplement pas été respectées. Ces dernières semaines, nous avons assisté à un véritable travail de sape concernant l'usage des armes intermédiaires. Ce travail de sape a eu 2 conséquences, sans doute de mauvaises consignes concernant leur usage, voire une retenue des forces de l'ordre. Je crois qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme quand il s'agit de rétablir l'ordre républicain, et c'est ce que nous avons demandé au préfet de police. Les ministres donnent une doctrine et des grandes orientations. Ensuite, ils traitent avec les préfets de zone. Nous donnons ces instructions. Ensuite, chacun les fait redescendre à son niveau, notamment au préfet. Et chaque préfet organise ensuite avec les forces le bon système de fonctionnement. Une explication bien loin de convaincre certains députés. On se gargarise aujourd'hui du succès de cette nouvelle doctrine avec simplement, si j'ose dire, un samedi de succès, entre guillemets pour le terme de succès. Pour moi, aujourd'hui, l'État a perdu sa force de dissuasion. Quand vous ne prenez pas vos responsabilités politiques, il est normal que l'administration cherche à se protéger de ce qui aurait été votre première critique, c'est qu'arrive une bavure. L'objectif pour le gouvernement est clair, que ce 16 mars ne se reproduise plus. S'il y a quelqu'un ici qui peut prétendre que demain il n'y aura plus de problème, c'est mentir aux gens. Par contre, il faut se donner les moyens et c'est ce que nous tentons de faire avec le préfet de police. J'ai donné des instructions extrêmement précises au préfet de police pour que la demande de manifestation sur les Champs-Élysées samedi prochain, ce qui n'est qu'une provocation à de nouvelles violences, soit interdite. Nicole Belloubet a pour sa part dressé un bilan judiciaire. Depuis 4 mois de mobilisation, plus de 9000 personnes ont été placées en garde à vue et 2000 condamnations ont déjà été prononcées. Olivier Jacquin, est-ce que selon vous, le gouvernement a eu raison de durcir la doctrine de maintien de l'ordre ? Personne ne peut satisfaire des casses scandaleuses qu'il y a, mais je les trouve pas très respectueux. Là, il vient de nous faire une démonstration de ce qu'on appelle, ce que le président de la République a critiqué comme étant la République des fusibles. Il nous explique que c'est pas de sa faute, c'est la force des forces de police. C'est pas respectueux de l'engagement énorme des forces de police et de gendarmerie. C'est pas respectueux non plus du droit de liberté et de manifester. Il nous balance un projet de loi contre les violences prétendument, mais c'est contre la liberté de manifester. Et c'est pas respectueux de ce très grand mouvement populaire, de ce réveil des classes populaires autour des ronds-points, de vouloir les amalgamer aux violences et de ne pas traiter cette question essentielle. Vous ne le croyez pas quand il dit que certaines de ces consignes à Paris n'ont pas été respectées le 16 mars, il se dédouane à trop bon compte, ou ça vous inquiète ? Oui, c'est inquiétant que le ministre dise « je ne suis pas respecté ». Sa cote de popularité à Christophe Castaner est en forte baisse. Est-ce qu'il est devenu une sorte de maillon faible pour Emmanuel Macron ?
Oh, je n'ai pas envie de stigmatiser de cette manière-là, mais tout le monde a pu voir qu'il y avait un énorme souci quand on fait sauter un préfet de cette manière-là pour protéger le ministre. C'est manifeste. Et donc, il y a effectivement, comme vous le remarquez, une faiblesse notoire dans le dispositif gouvernemental. Alors, le Sénat aussi mène ses auditions sur ces violences du 16 mars. Après Christophe Castaner et Bruno Le Maire la semaine dernière, c'était au tour des policiers d'être auditionnés cette semaine. Mais pour le sénateur communiste Fabien Gay, la réponse à cette crise, elle ne doit pas être policière, mais sociale. On l'écoute. Tout ceci ne mène à rien. C'est une escalade pour ne pas répondre à la question sociale. Vous pouvez en tout cas faire tout ce que vous voulez, voter toutes les lois anti-casseurs que vous voulez. En réalité, cette colère sociale est là. Et donc, il faut y répondre. Il y a des manifestants que je dissocie des casseurs. Ça, il faut condamner les actes de violence. Mais en même temps, il faut répondre socialement. C'est ça la véritable sortie de la crise et que les gens attendent. Parce que là, vous allez épuiser les forces de l'ordre. Ça fait 19 semaines. 19 semaines. Nos hommes et nos femmes qui composent les forces de l'ordre sont épuisés, ne comprennent même plus où ils vont. Ils le disent d'ailleurs, ce n'est pas la matraque qui réglera ce problème, c'est bien une réponse politique. Alors Olivier Jacquin, plutôt qu'une réponse politique, pour l'instant, le gouvernement privilégie une réponse sécuritaire, vous le regrettez ? Complètement. Et je suis assez en accord avec les propos qui viennent d'être tenus là. On sort, nous, de cette semaine de la loi des mobilités. Il y avait beaucoup de réponses à donner en termes sociaux. On va y revenir. Oui, la crise, la révolte, elle vient quand même. Elle a émané du prix du carburant, du 80 km/h, de choses comme ça, d'une incompréhension majeure des premiers de cordée envers les derniers de cordée. Et on ne va pas leur répondre à la matraque, ça ne marche pas. Or, la sécurité, c'est la première attente de nos concitoyens. Et que ces mouvements ultra-violents d'extrême gauche, d'extrême droite, viennent en profiter pour casser, menacer la République, c'est inacceptable. Mais ne me dites pas qu'avec les moyens qu'on a, on n'arrive pas à arrêter 1500 casseurs sur les Champs-Élysées. Ça, c'est pas respectueux du professionnalisme des forces de police et de gendarmerie et de maintien de l'ordre. Vous ne pensez pas que la loi anti-casseurs issue de la droite sénatoriale, à laquelle la gauche s'est opposée, est une bonne solution pour régler ces problèmes de violence ? Non, c'est grave. C'est grave, cette loi anti-casseurs. Mais d'où venons-nous comme République et comme démocratie ? Un des fondamentaux, ça a été la Révolution française. Et c'est un droit constitutionnel, la possibilité de manifester. Et tout ce que l'on fait qui va menacer et attenter à ce droit-là, va attenter aussi à la cohésion de notre société. On ne peut pas la museler, notre société. Il faut, ma foi, qu'elle s'exprime. Et s'il y a un désaccord de fond, il doit y être répondu de manière politique et non de cette manière-là. J'ai mis sur ma carte de vœux cette année une énigme africaine qui va peut-être vous amuser, il faut réfléchir 2 secondes. Qui est plus fort que le lion ? Qui est plus fort que le lion ? C'est la savane. Le plus fort des plus forts, si on lui enlève son milieu de vie, il disparaît. La démocratie, c'est pareil. Si le pouvoir n'est plus en accord avec le terrain, ça ne marche pas. C'est un peu compliqué, mais je crois que c'est extrêmement intéressant de se rappeler que le fondamental, c'est toujours le terrain qui doit avoir raison. Un dernier mot sur ce sujet, puisque le Parlement auditionnera Didier Lallement la semaine prochaine, le nouveau préfet de police de Paris. Qu'est-ce que vous attendez de ces auditions ? Qu'ils nous disent effectivement que les consignes il va nous le dire, que les consignes sont maintenant parfaitement respectées. Mais c'est marrant, ils craignent tous beaucoup les auditions au Sénat. C'est plus confortable à l'Assemblée nationale. Non, je profite de ça pour dire que le Sénat comme contre-pouvoir s'affirme véritablement, et c'est une chose importante. Le Sénat est constitutionnellement, et c'est normal, moins connu que l'Assemblée, mais le bicamérisme, c'est pouvoir afficher un principe de contre-pouvoir. Alors justement, on va parler du Sénat, puisqu'il poursuivait cette semaine l'examen de la loi mobilité. Le texte fixe les grandes lignes pour les transports de demain et cette semaine, les sénateurs sont revenus sur une mesure phare de l'exécutif, la limitation de la vitesse à 80 km/h. Gauche et droite réunis ont voté un assouplissement de la mesure contre l'avis du gouvernement. Jérôme Rabier. Pour cette 2e semaine d'examen de la loi d'orientation des mobilités, le Sénat a tenté de renforcer les pouvoirs locaux dans de nombreux domaines. Sur une mesure sensible comme l'abaissement de la vitesse maximale à 80 km/h, les sénateurs ont par exemple donné le pouvoir aux conseils départementaux ou aux préfets de moduler la vitesse.
Une mesure de bon sens selon la majorité des sénateurs. Je ne suis pas contre la mise en place de 80 km/h sur un certain nombre de tronçons. On est pour la mise en application avec intelligence et surtout, faisons un peu plus confiance aux élus locaux. La mesure a bien été votée par la Chambre haute, mais contre l'avis du gouvernement. Car si Emmanuel Macron avait évoqué ce sujet lors de ses interventions récentes, la ministre Elisabeth Borne a préféré attendre l'évaluation promise par le Premier ministre. Donc dans l'attente à la fois de cette évaluation et de conclusion du grand débat, je propose le retrait, sinon d'avis défavorable. Autre sujet sur lequel les sénateurs ont bataillé pour plus de liberté locale, l'encadrement des installations des nouveaux moyens de transport en libre service. Trottinettes, vélos, scooters. Pour les élus du Palais du Luxembourg, les villes doivent pouvoir encadrer leur installation. En leur permettant de soumettre les opérateurs à un régime d'autorisation préalable que j'évoquais et à des obligations portant, entre autres, en plus de ce que vous proposez, sur le nombre maximal d'engins pouvant être déployés et sur les caractéristiques de ces engins, ainsi que sur le paiement de redevances d'occupation du domaine public. Autre sujet qui a divisé gouvernement et Sénat, la mise en place d'un forfait mobilité pour tous les Français, pouvant atteindre 400 € par an. Objectif que ceux qui n'ont pas de prise en charge de leur employeur pour les transports en commun se voient récompensés s'ils pratiquent le covoiturage ou utilisent leur vélo. Le gouvernement souhaite rendre le forfait obligatoire, mais qu'il ne soit pas cumulable avec un remboursement des transports en commun. Les sénateurs ont voté un forfait facultatif pour les entreprises, mais avec possibilité d'additionner la prise en charge transport en commun et les autres modes de déplacement. Olivier Jacquin, sur la limitation de la vitesse à 80 km/h, on a vu le Sénat l'a assoupli, le gouvernement a voté contre alors que pendant le grand débat, Emmanuel Macron avait semblé pour l'assouplissement de cette mesure. Mais hier, Emmanuel Macron a dit que Édouard Philippe avait eu raison d'être ferme. Est-ce que vous y comprenez quelque chose ? Comme vous, pas bien. Et c'est un drôle de retour de bâton pour le gouvernement. Cette histoire des 80 km/h, ça a été le paroxysme du jupitérisme. À un moment où il se croyait tout puissant, très très fort, au-dessus de tout le monde, on décide comme ça, clac, de balancer le 80 km/h. Vous savez, moi je suis de la campagne. Quand on est à Paris, ici 80 km/h, je m'excuse, on s'en fiche, mais à la campagne, quand en plus on nous balance des taxes importantes sur le carbone, sur le diesel, ça a contribué énormément à la crise. Donc là, notre collègue qui a proposé cet amendement, je le vois comme un beau pied de nez au gouvernement qui va devoir revenir là-dessus, s'empêtrer encore dans cette crise d'autorité qu'il a eue sur cette question particulièrement sensible. Et pour vous, le gouvernement reviendra dessus à l'Assemblée, il ne suivra pas le vote du Sénat ? Je ne sais le dire puisqu'il y a quand même les chiffres de la mortalité qui vont intervenir en même temps que les radars sont cassés, ça rappelle tout le début de la crise et on est effectivement sur un sujet qui est compliqué à démêler, oui. Alors, autre sujet, la majorité de droite a repoussé tous les amendements visant à inscrire dans la loi l'objectif de la fin de la vente des véhicules thermiques essence et diesel d'ici 2040. C'est une occasion manquée ? Excellente question. Parce que un des points faibles de ce texte de loi qui est passé en première lecture au Sénat. D'habitude, on prend les textes en numéro 2. Et là, on se dit, bon, c'est quand même bien la navette parlementaire que l'Assemblée puisse revenir sur certains excès de notre Assemblée. Et notre Assemblée, le Sénat, n'a pas entendu le message délivré notamment par les jeunes de dire, mais la lutte contre le réchauffement climatique doit être une priorité. Et on a été nombreux à proposer que soient mis en cohérence les objectifs carbone à 2050 avec cette histoire d'interdire le véhicule thermique à 2040. On a failli gagner, il y avait une faiblesse de l'Assemblée dans l'hémicycle à ce moment-là qui s'est traduite par un scrutin public. C'est-à-dire que quand la représentation là présente montre une faiblesse, on fait un scrutin public, c'est-à-dire c'est la théorie du Sénat, de la représentation, qui s'exprime. Je n'ai pas été clair. En gros, bref, les Républicains n'étaient plus assez nombreux, ils font un scrutin public, ce qui fait que c'est leur force numérique qui l'emporte. Et c'est comme ça qu'ils ont repoussé notre proposition qui ne venait pas que des rangs socialistes. On était très nombreux à dire il faut envoyer ce signe très fort à nos concitoyens, à l'industrie, et surtout, nous le disons, avoir des mesures d'accompagnement. On ne peut pas faire de la fiscalité
ou des décisions punitives sans donner les moyens à chacun des Français, là où il est, de participer à ce grand mouvement important et cette nécessité de lutte contre le réchauffement climatique. Et j'espère qu'à l'Assemblée, ces mesures-là seront bien rétablies et affirmées. Alors, des questions se posaient sur le financement de cette loi. On parle quand même de 500 millions, ce n'est pas rien. Est-ce qu'à l'issue de l'examen du texte, vous y voyez plus clair ? Alors, on était en accord avec le rapporteur qui a proposé de flécher plus de taxes carbone sur les carburants, la TICPE, pour financer cette loi non financée. Et il y avait deux grands dispositifs. Pour les infrastructures, pouvoir financer les infrastructures à l'objectif qui avait été arrêté par le Parlement. Et puis ensuite, il y a une autre mesure qui est très intéressante dans cette loi, et je tiens à le dire. La ministre Borne a proposé que toute la France soit couverte de collectivités compétentes en matière d'organisation des transports. Pour l'instant, il y en avait essentiellement dans les villes, les très grandes villes, et dans les milieux peu denses, il n'y en avait pas. Et c'est une très bonne idée, je le dis, de le prévoir. Sauf que on a aussi proposé d'associer cette semaine des financements à cette mesure, parce qu'on ne peut pas donner une compétence sans les moyens de l'exercer. Et là, le gouvernement l'a attaqué. Alors là, je suis très très craintif sur tout ce texte. Il peut être analysé sur le risque de mobilité à deux vitesses. Et entre espaces denses et entre espaces peu denses. Les choses sont très différentes. Dans les espaces peu denses, c'est la voiture qui domine. Quand on est ici à Paris, on n'a quasiment pas besoin de voiture. Ça, tout le monde peut le comprendre. Dans les espaces denses, il y a une offre de mobilité alternative, de trottinettes, de machins, de trucs énorme. Dans les espaces peu denses, il n'y a pas grand-chose. Et il faut des financements pour les espaces peu denses. Sinon, on aura donné une compétence aux collectivités des espaces peu denses sans les moyens de l'exercer et on va encore augmenter la fracture entre ces deux types d'espaces. Et c'est une nécessité d'avoir ces financements. Allez, on en vient à notre troisième thème, la réponse politique à la crise des Gilets jaunes, avec notamment cette proposition de loi des Républicains à l'Assemblée. Une loi à 10 milliards de pouvoir d'achat. Mauvaise nouvelle, elle n'a pas été adoptée, mais ce n'est pas une surprise. Elle émanait du groupe Les Républicains à l'Assemblée et visait surtout à mettre le gouvernement sur le grill. Réindexation des retraites, des allocations familiales, annulation de la hausse de la CSG pour les retraités. Les députés de droite voulaient conduire la majorité à une forme de mea culpa. Ils ont été déçus. Résumé des débats en commission, signé Marie Labatte. Avant même de débattre du texte, majorité et opposition se sont affrontés sur la politique d'Emmanuel Macron. A-t-il redonné du pouvoir d'achat aux Français depuis son élection? À cette question, les députés ont débattu durant près de 2 heures. Votre proposition de loi est probablement à contretemps, pour le dire gentiment. Si vous l'aviez fait il y a un an, on aurait peut-être pu comprendre, mais les chiffres de l'INSEE viennent de sortir, ils sont indiscutables. Le pouvoir d'achat des Français a augmenté de 1,1% sur le 4e trimestre. J'entends que cela vous fâche, mais notre volonté, c'est véritablement de redonner du pouvoir d'achat aux Français sans le financer par la dette, parce que jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est tout ce que vous avez fait, financé par le déficit, financé par la dette, puisque la dette a augmenté depuis 2 ans d'environ 150 milliards d'euros. À droite, c'est une politique de matraquage fiscal que dénoncent les Républicains. Leur proposition de loi vise donc à redonner 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français, compensés par des économies sur les dépenses publiques. Une stratégie contestée en commission. Si on considère l'ensemble des mesures proposées, la réindexation des APL, des allocations familiales, l'annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités, le rétablissement des plafonds du quotient familial, l'abaissement des 2 premières tranches d'impôt sur le revenu, bref, c'est du lourd. L'addition est lourde. Le gouvernement s'est lourdement trompé dans sa politique fiscale depuis maintenant 20 mois. C'est cela que cela veut dire. Ça a une incidence sur la vie quotidienne. On n'est pas dans un débat éthéré ou un débat totalement virtuel. On est dans la réalité de la vie des Français. Et nous essayons de rétablir un certain nombre de points. Au terme du débat, les 6 articles se sont vus rejetés. Le texte sera toutefois discuté en séance publique le 4 avril prochain. Mais le débat pourrait tourner court si le groupe majoritaire dépose une motion de rejet. Alors Olivier Jacquin, réindexation des retraites, annulation de la hausse de la CSG, réindexation des allocations familiales, c'est une proposition de loi finalement que les socialistes auraient pu voter. On va voter pour.
Mais on a fait une meilleure proposition de loi. Nous, dès décembre 2018, les deux groupes socialistes, Assemblée, Sénat, ont fait une proposition de loi pour améliorer pour la sortie de crise, voilà, elle s'appelait, avec tout de suite, mais en décembre, on était des propositions moins démagogiques. Excusez-moi, je suis un peu cruel, mais moi je suis d'accord qu'on redonne du pouvoir d'achat aux retraités, qu'on baisse un peu l'impôt sur le revenu, etc. Mais quand on dit en même temps qu'on va le financer par une baisse de la dépense publique, ça me fait l'impression qu'on donne d'une main ce qu'on va reprendre de l'autre. Pas au même, exactement. Mais c'est leur posture en permanente de dire moins de dépenses publiques. Et ça, c'est un dogme ultra-libéral. Moi, je suis pour l'efficacité de la dépense publique. Ça n'est pas la même chose. Donc, moins de dépenses publiques. Et dans le même moment, chaque fois qu'il y a une baisse de dépenses publiques, ils hurlent. Surtout quand ça concerne leur territoire. Regardez-les sur les petites lignes ferroviaires. Ils ont voté des deux mains l'ouverture à la concurrence, la libéralisation. Et chaque fois qu'il y a une fermeture de guichet, ils hurlent. Nous aussi, on hurle. Mais je pense qu'on est plus cohérent sur ce point de vue-là. Et par rapport à leur proposition de loi, franchement, ce qui a été fait par un conglomérat, 19 ONG, dont la CFDT, la FNH, ATD Carmonde, les 66 propositions pour le pouvoir de vivre, me semblent, elles, pleine de cohérence et aller dans le bon sens vers plus de justice fiscale et sociale. Alors, c'est au tour du Parlement de s'emparer de ce grand débat. 2 journées seront consacrées à l'Assemblée nationale. Puis Édouard Philippe viendra devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat dans 10 jours avec un débat derrière. Qu'est-ce que vous attendez du discours du Premier ministre ? On attend d'un Premier ministre un discours qui va porter sur la réconciliation, remettre de la cohésion, mais il semble un peu en froid avec le Sénat et on espère que... Non mais franchement... Vous faites référence à l'affaire Benalla, au fait que le Sénat a transmis les dossiers des collaborateurs de l'Élysée à la justice et qu'Édouard Philippe a boycotté les questions d'actualité dans la foulée, c'est ça ? Tout à fait, ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de son attitude ? Mais elle n'est pas satisfaisante du tout. Non mais déjà ce grand débat et ce questionnaire orienté qui pose les questions de manière fléchée sur le rôle du Sénat, qui n'interroge jamais l'Élysée, alors que dans cette 5e République, on peut s'interroger sur la surpuissance jupitérienne de l'Élysée, et ça devrait être la vraie question, plutôt que d'interroger en permanence le contre-pouvoir. Je pense que ce gouvernement a un problème particulier avec la notion de contre-pouvoir, et ça ne va pas du tout. Quand il dit la réponse à la crise, c'est baisser le nombre de parlementaires. Non, qu'on pose déjà la question de l'efficacité du Parlement relativement à l'Élysée et l'efficacité générale du Parlement. C'est pas la réponse numérique, elle n'est pas la bonne réponse, parce que si vraiment le Parlement ne sert à rien, on n'a qu'à le réduire à rien. Mais juste un mot, parce que vous parlez du gouvernement, un mot sur Richard Ferrand, qui lui aussi a annulé 2 déplacements communs prévus avec Gérard Larcher. Il parle de politique aérie quand il parle du Sénat. Gérard Larcher s'en défend, évidemment. Nous avons fait le droit et jamais de politique aérie, dit-il. Que pensez-vous de l'attitude de Richard Ferrand ? Son qualificatif lui convient très bien en termes de politique aérie. Il insulte la Constitution en disant ça, que le Sénat aurait dépassé son pouvoir. Moi, je connais très bien les collègues qui sont à la commission des lois, dans le style sérieux et expérimenté. On ne fait pas mieux. Et ils ont surtout pas, ils savaient qu'il ne fallait pas franchir la ligne rouge, mais il y a eu tellement d'excès commis par le gouvernement sur cette fameuse affaire Benalla et puis les affaires récentes qu'ils n'ont pas eu besoin de franchir la ligne rouge. Donc là, on critique de cette manière-là pour ramener le débat loin des logiques de contre-pouvoir et de constitution en disant c'est du règlement de compte, c'est pas ça du tout. Le Sénat a fait son boulot dans ce domaine-là et dans les autres aussi. Allez, un mot pour finir l'émission. Olivier Jacquin, d'une loi adoptée cette semaine à l'Assemblée nationale. La loi santé elle a été adoptée par 349 voix pour, 179 voix contre, 40 abstentions. Loi de transformation du système de santé. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est félicitée de l'adoption d'un texte qui va, selon elle, permettre de lutter contre la désertification médicale. Ce texte va maintenant être examiné au Sénat. Quelle sera votre position ?
Je pense que la position de la ministre était pas mal. Elle a dit que ce texte avait besoin d'être encore amélioré, donc elle compte sur le Sénat pour l'améliorer. Et il y aura effectivement à faire sur cette question très sensible. J'aime bien raconter cette anecdote. Mon fils était en stage aux États-Unis. Il a eu une otite à New York. Vous savez combien ça coûte une otite à New York? D'abord, on appelle papa pour savoir s'il a une carte bancaire. Et puis, ça a été $350 la consultation et $150 d'antibiotiques. Donc, je dis ça exprès parce qu'on a une chance, et on ne la rappelle pas suffisamment, d'avoir une santé gratuite et plutôt de qualité ici. Alors, moi, je suis élu rural, j'étais président de communauté de communes dans un désert médical et on a eu un mal de chien à tenter d'inverser les choses et ça n'est pas réussi. Ça fait 10 ans de bricolage autour de cette problématique des déserts médicaux. En arrivant au Parlement il y a un an et demi, j'ai remarqué à quel point cette profession était organisée, structurée et forte politiquement. Et on aura, c'est la fin de l'émission, excusez-nous Olivier Jacquin, on aura l'occasion d'en reparler quand le texte arrive au Sénat dans les prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine, merci Thibault, à la semaine prochaine. Merci.